Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement. Alors aujourd'hui, l'heure est grave. J'imagine que vous avez tous entendu Macron et son confinement qui va plonger notre pays dans le chaos. Nous devons tous réagir. Regardez cette vidéo entièrement jusqu'à la dernière seconde, s'il vous plaît. C'est vraiment très important et partagez-la massivement à tous vos amis, familles, dans tous les réseaux sociaux. Nous devons réagir. Si cette vidéo est censurée ici, regardez-la sur Odyssée et rejoignez-nous pour garder la liberté d'expression. Pour ceux qui connaissent pas encore Odyssée, regardez juste en dessous. Vous cliquez sur plus sous la vidéo et vous aurez tous les détails. Rejoignez aussi l'association Bon Sens également pour mener des actions collectives contre ces imposteurs. Dans cette vidéo, j'ai mis quelques passages de Macron en accéléré parce qu'au final, tout le monde a compris où il nous mène. Et j'ai surtout mis des réactions de gens intègres, de vrais docteurs, de vrais chefs d'entreprise qui vont tout perdre, vont faire faillite, des gens au bord du suicide. Je fais très court sur l'intro car tout est dit dans la vidéo et très important, regardez tout jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais vraiment, la fin de cette vidéo. C'est très important. Force et honneur, mes amis. C'est parti avec ce gars. La dernière fois que je me suis adressé à vous au sujet de la pandémie qui nous frappe, j'avais fixé un délai, une dizaine de jours, pour juger de l'efficacité des choix faits et décider de l'opportunité de mesures nouvelles. Nous y sommes. Qu'on a besoin de vous dans les yeux, s'il vous plaît, monsieur le député. Il y a 2 jours, vous avez reçu les patrons des banques à Bercy et à Beauvau. Et vous leur avez annoncé que vous allez reconfiner. Vous avez demandé aux banques. Ça, c'est vous qui dites, j'en sais rien. Justement, mais on va y aller. Mais vous êtes élu. Non, mais moi, je suis député, je suis pas au gouvernement, je suis pas ministre. Et si les efforts consentis ont été utiles, la lucidité commande d'admettre que cela ne suffit pas, cela ne suffit plus. Alors, quelle est à cette heure la situation de notre épidémie? Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n'avaient pas anticipées. Je suis frappé par l'extraordinaire distance avec le discours officiel, qui est un discours de management de la peur. Je dis bien un discours de management de la peur et de l'angoisse. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, ce n'est pas nous qui avons dit que les masques ne servaient à rien pendant 3 mois, ce n'est pas nous qui avions pas de tests, etc. Ce n'est pas nous qui confondons, disons-le, les cas positifs et les malades, parce qu'on dit 400 000, 40 000 cas, 50 000 cas. Mais c'est pas des malades, c'est pas des contagieux tous. Combien? Pas les malades, mais il y a un lien. Un sur 100. Un cas sur 100. On va croire que toutes les viroses que l'on va avoir, les rhinopharyngites, les angines, les bronchites que l'on va avoir, vont être rattachées à cette Covid. D'ailleurs, moi, dans mon cabinet, toutes les personnes que je vois qui présentent des rhinopharyngites, que j'aurais étiqueté rhinopharyngites les années précédentes, je les étiquette et on les étiquette Covid parce qu'il y a cette phobie autour de la Covid. Surtout que le test, vous allez en parler dans une de vos émissions, mais il y a beaucoup de faux positifs. Donc on se retrouve avec des tests positifs et on ne sait pas très bien quoi en faire. Ça, c'est ce que j'ai dit dans la vidéo de l'IHU. On a eu au moins 3 patients comme ça, qui étaient juste positifs, mais qui étaient malades d'autre chose. Et pourtant, ils comptent dans les stats comme s'ils avaient le Covid-19. Donc les statistiques sont douteuses, en vrai. Maintenant, avec ces cas qui sont positifs, qui sont douteux, ce matin dans la voiture, il y a un patient qui m'appelait parce qu'il avait reçu un résultat, il s'était fait tester parce que c'était un cas contact. Et il disait, le résultat est douteux, qu'est-ce que ça veut dire quoi le résultat est douteux? Il y a écrit résultat douteux? Oui, il y avait écrit résultat douteux, ça veut dire que... il manquait plus que ça maintenant, alors c'est bon. Une petite ligne en dessous qui mettait à considérer comme positif dans le cadre de l'épidémie Covid, de la pandémie Covid. Le nombre de contaminations rapportées à la population a doublé en moins de 2 semaines. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Je voudrais quand même rappeler une petite chose. Les mortalités en France, tout confondu. 2018, 411 131. 2019, 409 789. En 2020, jusqu'au 31 août, 429 100. Et la pandémie a passé à ce moment-là, c'est la première pandémie. Dites-moi, c'est ça la pandémie? On est en train, bien sûr, que tout mort est... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train, pourquoi on ne l'a pas fait en 2018? Pourquoi on ne l'a pas fait en 2019? Quand on reçoit en réanimation quelqu'un qui a, par exemple, je donne un exemple, qui a une leucémie, d'accord? Il va décéder de leucémie. Mais à partir du moment où il y a des traces de Covid, on va dire quoi? Il est mort du Covid. Alors que pas du tout. Pas du tout. Et comme ça, je peux vous en citer des dizaines et des dizaines. J'ai fait aussi des vacations en EHPAD. Il y a des personnes âgées qui décèdent et qui décèdent pas du Covid. Et ils sont constatés Covid. 60 ou 70% des gens qui décèdent du Covid, et encore, il y a encore là aussi des polémiques, parce que il semblerait, mais il faut pas tout écouter parce qu'on est tout de suite taxé de complotiste. Mais le Covid, c'est aussi le prétexte à mettre un tampon mort du Covid. Alors qu'il y a des personnes âgées qui sont mortes de suite avec de pathologie, voilà, avec le Covid. Qui est concerné par cette mortalité? Est-ce que nous avons d'autres maladies associées à cette mortalité par Covid? Parce qu'on nous donne les personnes qui sont décédées de la coronavirus, mais on ne dit pas si elles avaient d'autres comorbidités, si oui, lesquelles. Moi, je l'ai dit, c'est pareil partout en Europe, honnêtement, on sait que la moitié des morts déjà à plus de 85 ans. Dans ceux qui restent en dessous de ça, donc en dessous de ceux de 80 ans, il y en a la moitié dans ce que nous avons regardé ici, dans notre échantillon, qui est des gens qui avaient des cancers, pour un tiers, des gens qui avaient des pathologies associées très évoluées. On ne donne pas non plus l'âge moyen des personnes. Ça, je pense que c'est une information qui doit être donnée aux Français. Parmi les gens qui avaient moins de 80 ans, plus de la moitié avaient moins d'1 an d'espérance de vie. C'est ça ce qui se passe. Nous avons pris des mesures. Elles étaient déjà difficiles,
Et je sais qu'elles ont été perçues comme telles par beaucoup d'entre vous. Elles étaient indispensables et elles ont souvent été contestées parce qu'elles ne faisaient pas plaisir. Elles se révèlent toutefois insuffisantes pour endiguer une vague qui aujourd'hui touche toute l'Europe. S'il y a une deuxième vague qui arrive, est-ce que cette fois-ci, nous serons prêts? Oui, nous serons prêts. Nous serons prêts et cela a été préparé sous l'autorité du Premier ministre, avec le ministre de la Santé, mais tous les ministères compétents, les services compétents. Et nous avons à la fois les stocks et les approvisionnements qui sont sécurisés. Et nous avons l'organisation au plus près du terrain qui permettrait de faire face à une recrudescence si elle était là. Donc plus d'erreurs. Jusqu'à présent, il y a eu les réserves d'État et le stock d'État qui nous ont été distribués, par exemple, sur les masques. Or, il a été décidé d'arrêter cette distribution de masques. Peut-être qu'elle va être continuée jusqu'à fin octobre. Avons-nous tout bien fait? Non. Et je l'ai dit, il y a 15 jours, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons fait tout notre possible. Et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d'ailleurs celle de tous les pays européens. Je l'ai dit ici il y a 3 semaines, j'ai dit ils ne savent faire que ça. C'est leur seule solution. Quand le couvre-feu a commencé, je me souviens avoir eu même des discussions, j'ai dit, vous verrez, on reconfinera. Et on reconfinera toujours et tout le temps, puisque c'est une stratégie qui est mise en place. Mais ça, c'est logique d'ailleurs. Dans la mesure où on ne veut pas, et c'est ça qui est terrible d'ailleurs comme question, on ne veut pas de l'immunité collective. Le seul pays où ça ne reprend pas aujourd'hui, c'est la Suède. Le seul pays où ça ne reprend pas aujourd'hui l'épidémie, c'est la Suède en Europe. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrières, en particulier au sein de la famille ou avec les amis, qui sont les lieux où nous sommes le plus contaminés. Faut-il nous le reprocher maintenant? Donc je ne vois pas comment ce gouvernement peut continuer de se regarder dans la glace, que ce soit Jean-Michel Blanquer, que ce soit M. Castex, qui était responsable du déconfinement, et que ce soit ce président qui nous ment devant la caméra, qui a menti, c'était le cas le 14 juillet, en disant que la France serait prête en cas de deuxième vague. Je ne suis pas de votre nature, je suis de notre nature. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens, je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut vous accorder raison. Je vous le dis, je pense que ce pays vit une erreur dramatique, qui est la dramatisation perpétuelle pour quelque chose dont, à la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? Mais surtout, il faut reconnaître que, comme tous nos voisins, nous sommes submergés par l'accélération soudaine de l'épidémie. Par un virus qui semble gagner en force à mesure que l'hiver approche, que les températures baissent. Une fois encore, il faut avoir beaucoup d'humilité. Nous sommes tous, en Europe, surpris par l'évolution du virus. Ce monsieur, Emmanuel Macron, président de la République française, qui a passé de belles vacances à ne rien préparer, le voilà aujourd'hui nous demandant de faire encore des efforts parce qu'il a été incapable de nous protéger, parce qu'il a été incapable de mettre en place les mesures qui feraient qu'aujourd'hui nous ne serions pas dans un deuxième confinement. Si la situation le nécessite, ce sont donc 12 000 lits de réanimation qui pourraient être disponibles dans notre pays pour accueillir près de 2 fois plus de patients en même temps que lors de la première vague de l'épidémie. La première vague a été celle de l'improvisation. Ni masque, ni gel hydraulique, ni blouse, pénurie de médicaments, injonctions contradictoires à répétition du gouvernement. La seconde vague est celle de l'impréparation. Le virus continue et parce que la réponse qu'il fallait avoir, c'était éviter le contact, la rentrée comme elle a été organisée, tester, isoler, faire en sorte que les chaînes de reproduction du virus soient cassées très tôt. Tout ça n'a pas été fait et qu'est-ce qu'il reste pour nos gouvernants? Le confinement, c'est-à-dire empêcher les gens, empêcher et finir, mettre en terre la liberté. Ce gouvernement est morbide, les cimetières vont rester ouverts, mais les parcs vont encore fermés. Voilà à peu près la vie que nous propose Emmanuel Macron, c'est une vie de mort. Pourquoi, dans le plan de relance post-premier confinement, beaucoup d'argent a été distribué, un petit peu de l'argent magique, parce que c'est l'argent de la dette qui est distribué. Pourquoi cet argent, alors que nous sortions du Grenelle de la santé, n'a pas été mis vis-à-vis des professionnels de santé, notamment des professionnels de santé du public qui sont en première ligne pour la gestion de cette épidémie, puisqu'ils vont attendre la mise en place du Grenelle de la santé l'année prochaine. Pourtant, tous, nous en sommes au même point. Débordés par une deuxième vague qui, nous le savons désormais, sera sans doute plus dure et plus meurtrière que la première. Vous êtes capable d'expliquer pourquoi il n'y a pas eu du tout de deuxième vague en tout Extrême-Orient? Non, mais ça, c'est autre chose. À ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la mi-novembre, soit la quasi-totalité des capacités françaises. Nous nous organisons bien sûr pour y faire face, rouvrir des lits supplémentaires, et nous allons faire le maximum d'efforts tous ensemble, mais ce n'est pas suffisant. Tous les ans, à la même époque, automne-hiver, c'est un marronnier, au niveau journalistique, ça, tous les ans, les réas sont pleines. Les couloirs des urgences sont pleins. Ça, c'est un fait. Donc, c'est pas Covid ou pas Covid, c'est toujours pareil, ça change pas. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier. On est d'accord? Oui. Mais ce qu'on nous dit de dire, c'est hospitalier public. Bah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. Il n'y a pas d'anticipation, il n'y a pas de coordination. La conclusion sur le terrain aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de malades qui arrivent. Et donc, il y a des malades qu'on ne peut plus prendre à l'hôpital.
Les malades qu'on peut plus prendre à l'hôpital, c'est les patients des EHPAD. C'est les personnes les plus âgées, les plus fragiles. Et ben, les EHPAD sont sacrifiés. 15 000 lits. Non mais on va se réveiller. Parce que je vais vous dire, vous vous souvenez du premier confinement, la com, on envoyait des gens de Réa, en Luxembourg, en Allemagne, au lieu de les envoyer dans les cliniques privées à 50 km. Les patients qui viennent des EHPAD, on les sacrifie, on peut pas les prendre. Ben non, on peut pas les prendre puisqu'il n'y a pas de place à l'hôpital pour les prendre. Alors de temps en temps, non. Globalement, si vous voulez, aujourd'hui, la doctrine, c'est qu'on essaye de pas prendre les patients des EHPAD. On ne peut pas les prendre. On ne peut pas les prendre. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de lits. C'est tout. C'est comme ça. C'est factuel. Combien de lits dans les cliniques privées, Eric? Il y a 115 000 lits en gros dans les cliniques privées. Mais vous imaginez le potentiel. Alors il y a des mots, mais il n'y a pas d'actes. Donc on pourrait déjà faire ça. Dans ce contexte, ma responsabilité est de protéger tous les Français. Ne jamais avoir eu le sentiment que je faisais une carrière. Et depuis que je suis rentré dans le champ politique, je vis ça comme une mission. Et en dépit des polémiques, en dépit de la difficulté des décisions à prendre, je l'assume pleinement devant vous ce soir. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse, qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Quels sont nos objectifs? D'abord, c'est le premier, protéger les plus âgés, les plus fragiles, celles et ceux qui sont atteints de diabète, d'obésité, d'hypertension, de maladies chroniques et qui sont les premières victimes. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Et ben nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Notre deuxième objectif, c'est de protéger les plus jeunes. Je l'ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c'est rare, les plus jeunes. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, 35% des personnes en réanimation ont moins de 65 ans. Ils touchent donc sous des formes graves toutes les générations. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fous. La réalité, c'est qu'on est devenu fous et il faut faire des mesures ciblées. Troisième objectif, c'est de protéger nos soignants, qui, à l'hôpital, dans les structures médico-sociales, en ville, ont déjà beaucoup donné durant le printemps. Ils ont ensuite dû redoubler d'activité durant l'été pour rattraper les actes reportés au printemps. Et malgré la fatigue, ils font face aujourd'hui à cette montée soudaine des urgences. Nous leur devons de prendre toutes les précautions pour limiter la propagation du virus. Si nous ne le faisons pas pour nous, pour nos proches, faisons-le pour eux. Monsieur le ministre, je suis tout de même un peu inquiet de vous entendre dire qu'il n'y a pas de dysfonctionnement de l'État. Tous les rapports, tous les travaux effectués montrent qu'il y a un problème d'organisation et qu'il y a un problème dans les processus de décision. Cette myriade d'agences sanitaires mal coordonnées entre elles, la création par le chef de l'État d'instances nouvelles alors que la crise est en cours, témoigne de ces difficultés. Tout le monde est responsable, certes, mais certains ont plus de responsabilités que d'autres. Il n'est pas digne de renvoyer aux Français la responsabilité de cette seconde vague. Elle est en premier la responsabilité de ceux qui n'ont pas su analyser et agir à temps. La stratégie tester, tracer, isoler est en échec et les Français n'y sont pour rien. Alors, monsieur le ministre, nous attendons ce soir l'annonce de nouvelles mesures restrictives. Elles seront le marqueur de l'échec de notre politique de santé publique. On réagit toujours de façon décalée, on l'a vu sur les masques, on l'a vu sur les tests, ça a été catastrophique. On a dit à tout le monde, faites des tests, on n'a rien organisé. Vous avez vu le résultat avec ces files interminables, ces tests qu'on avait alors que les patients étaient guéris, ils étaient plus contaminants, et on avait les résultats 7 jours après, etc. Il s'agit, troisièmement, de protéger les plus modestes, qui, parce qu'ils vivent dans des lieux plus exigus, parce qu'ils occupent des emplois précaires, sont les plus touchés par le virus sur le plan sanitaire. Mais ce sont aussi les plus touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise. Il y a plusieurs catégories de patients. Il y a les patients qui ont redécompensé des troubles qui étaient stabilisés, aussi bien des troubles psychosomatiques, toutes les pathologies liées au stress, toutes les addictions telles que l'alcoolisme, évidemment, sur un confinement prolongé, et puis les troubles psychosociaux tels que la maltraitance, les violences conjugales et les syndromes de glissement chez les personnes âgées. Avant-hier, samedi, un café du 11e arrondissement. Les flics arrivent, attention, harnachés, etc. Vous êtes là, vous êtes dans le café, allez, sortez, allez, arrêtez tout. Vous n'avez pas la distance réglementaire. Le même jour, au Trocadéro, à la même heure, vous aviez 5000 Guinéens ou 3000 Guinéens qui protestaient contre Alpha Condé, contre l'élection d'Alpha Condé. 3000 Guinéens, pas de problème. Alors ça, c'était des patients stabilisés, qui allaient mieux et qui, à cause il y a des patients du confinement, stabilisés qui ont été à nouveau fragilisés par l'enfermement, parce qu'un être humain a besoin d'interaction et que très légitimement, ça les a fragilisés. Et puis, il y a aussi des patients qui n'étaient pas des patients,
qui allait bien, mais pour qui les faillites économiques, le fait de ne pas pouvoir enterrer leurs proches, ont déclenché évidemment des troubles anxieux majeurs. C'est donc un juste équilibre qu'il nous faut sans cesse rechercher, sans jamais perdre de vue un principe intangible. Pour nous, rien n'est plus important que la vie humaine. Simplement l'esprit critique depuis le mois de février, vous ne me l'enlevez pas. Vous ne me l'enlevez pas parce qu'en février, on m'a dit que le masque ne servait à rien. Donc aujourd'hui, je l'ai dans l'oreille, vous voyez. Et je me méfie quand même de la parole politique. C'est un esprit critique. Il y a des raisons de penser qu'elle interviendra encore plus tard. Elle a été faible, masque, gestes barrières, enfin surtout gestes barrières d'ailleurs, parce que le masque, les études montrent que ça marche pas trop là-dessus. Nous avons les stocks de médicaments, les respirateurs, les masques, les blouses, les gants, tout le matériel nécessaire, parce que nous avons appris de nos insuffisances, de nos manques durant la première phase. Le matériel, faut quand même qu'on en parle. Le matériel. De nouveau, il y a le matériel n'a jamais. On avait un directeur d'EHPAD qui nous dit de nouveau, il me manque des blouses, etc. Ça n'a jamais. Écoutez bien, et croyez-moi. J'ai tout ce que vous voulez en banque de témoignages et de photos. Ça n'a jamais été réglé. On nous demande, et ça me choque pas, qu'on achète des masques pour éviter qu'on aille en chercher en pharmacie. Et on nous dit, munissez-vous de 3 semaines à 1 mois de masques. Très bien, mais moi j'ai des tarifs qui sont complètement bloqués. On a mis les plexiglas, on a mis les mesures nécessaires pour avoir des gestes barrières dans nos cabinets. Ça ralentit considérablement la prise en charge des patients parce qu'il faut nettoyer entre chaque passage, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte par l'État. Moi, j'ai eu des infirmiers en pleurs au téléphone. J'ai eu des sages-femmes en pleurs me demandant si elles avaient le droit de faire des accouchements avec des gants MAPA. Septembre 2020. J'ai eu des infirmiers de bloc opératoire. J'ai eu des infirmiers de bloc opératoire. Et ça, monsieur, vous savez, si demain vous allez interroger Jean Castex, il va dire « Ouais, c'est pas vrai, ce médecin, c'est un alarmiste ». Et nous avons ainsi poussé nos capacités, qui sont passées de 5000 lits avant la première vague à 6000 aujourd'hui, et nous allons les porter au-delà de 10 000 lits en réanimation. Donc, un effort colossal a été fait, de formation, d'investissement. Encore une fois, je crois qu'il y a eu un certain nombre de manquements, il y a eu une gestion erratique de la crise qui nous conduit à cette situation. Dès fin septembre, on avait des statistiques qui nous donnaient les prévisions sur l'épidémie. Rien n'a été fait sur le nombre de lits en réanimation. Où sont les 12 000 lits qui étaient prévus par monsieur Olivier Véran? Et il fait un truc qui est quand même assez grave, hein. Il met tout le monde dans une situation qui ne va pas permettre de garantir la qualité des soins et la sécurité des soins. Vous savez, les soignants, toute l'année, on leur parle de sécurité des soins. Attention, il faut bien travailler en sécurité. Là, vous savez, on serait dans un milieu privé, ces gens-là, ils auraient des comptes à rendre. Hein. Donc là, il y a un vrai problème quand même. Excusez-moi, ça veut quand même dire que la première vague n'a pas servi de leçon. Si, mais si, la première vague a servi de leçon, parce que les masques maintenant sont en... Non, attendez, on parle du lien entre les hôpitaux et les cliniques. Ça veut dire que pendant la première vague, on a dit attention, il n'y a pas ce lien n'existe pas. Et là, on est en train de recommencer la même connerie, pour être clair. Il y a une défaillance majeure, oui, c'est clair. Les ARS ne font jamais appel aux cliniques privées. Mais le gouvernement n'a pas la possibilité d'imposer quoi que ce soit. Il devrait le faire. Et j'ajouterai un point. Vous êtes la République en marche. Hein. Oui, il devrait le faire. Et c'est pas une question de... J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Parce que quand on voit cette courbe, le confinement il est appliqué là, il y a 1 semaine ou 15 jours de retard, et puis on observe une chute énorme. Alors peut-être c'est une coïncidence. Non, vous savez ça, je m'excuse, vous savez, c'est la courbe épidémique que l'on a, et c'est pour ça que la deuxième partie était vraiment une surprise, c'est la courbe épidémique que l'on a dans toutes les infections respiratoires annuelles. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. Mais parce que nous avons appris des événements du printemps, ce confinement sera adapté sur 3 points principaux. Les écoles resteront ouvertes, le travail pourra continuer, les EHPAD et les maisons de retraite pourront être visitées. Le confinement, si j'ai bien compris, vous n'y êtes pas favorable, en tout cas pas tout de suite. C'est le moins qu'on puisse dire. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je parle pas du tout au nom de la PHM, je parle en mon nom et je parle au nom d'un collectif qui s'appelle Réinfo Covid, qui réunit 350 chercheurs, enseignants, universitaires, etc. J'ai pas de conflit d'intérêt dans cette histoire et c'est la première question que vous devriez poser à tous ceux qui l'ouvrent dans cette histoire. Les conséquences seront dramatiques. Pas seulement des conséquences économiques, celles-là, nous le savons déjà, nous allons être impactés de manière très importante, mais il y aura aussi un impact psychologique et particulièrement chez les enfants, particulièrement chez les plus jeunes. Cet épisode de confinement, le premier, nous n'en avons pas encore totalement tiré les leçons. Je suis très inquiet de ce deuxième volet, particulièrement chez les plus jeunes. Pourquoi il ne faut pas reconfiner? Parce qu'il y a des effets collatéraux systémiques qui sont absolument majeurs et que dans la balance bénéfice-risque, les risques l'emportent beaucoup sur les bénéfices dans cette épidémie. Les effets collatéraux majeurs, ils sont à la fois sanitaires, sociaux, économiques, systémiques. Sanitaires, vous avez des infarctus non revascularisés sur le premier confinement, des gens qui sont pas venus, ils avaient mal dans la poitrine, sont pas venus, sont retrouvés avec un cœur à la caisse en insuffisance cardiaque terminale. Vous avez des cancers, des leucémies, des lymphomes qui ont 3, 6 mois, 7 mois de retard diagnostique et thérapeutique. Et on voit des formes qu'on voyait plus depuis 30 ans, avec des pertes de chance en termes de pronostics qui sont majeures et qui vont largement compenser les morts du Covid.
Une chute aussi rapide. Oui. Une chute aussi rapide. Je suis content que vous découvriez les infections respiratoires, mais c'est toujours comme ça. Bon. Que ce soit la grippe, que ce soit le VRS, on a publié ça, il faut regarder l'article, on a publié ça sur 20 virus différents. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça c'est le travail des journalistes. Il y a d'abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Le juste milieu, c'est de soigner les gens. Le juste milieu, c'est de soigner. Votre rôle va au-delà du soin des gens. Non, et moi, vous le savez. Mon rôle, écoutez, il y a suffisamment de gens qui jassent, vous avez plein vos plateaux. Moi, mon rôle à moi, il est de deux choses. Un, je soigne les gens. J'en suis très fier. Je suis emmerdé à un point incroyable, historique pour soigner les gens. Sanofi, et je suis monté au plus haut niveau, nous dit que le ministère de la Santé, j'attends la confirmation que j'ai demandée officiellement au ministère de la Santé, met des freins à la distribution d'hydroxychloroquine sur les commandes qui sont faites à partir de Liège. Donc, si c'est ça, ça veut dire qu'on nous empêche de soigner selon ce que nous pensons être le meilleur traitement possible. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leurs pertes en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie catastrophe pour les indépendants. Demain, on va tous crever. Là, moi, je vais demander au gouvernement de nous acheter la corde et de nous donner les branches pour nous pendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les grandes surfaces ouvertes avec les rayons non essentiels et nous, les petits, on va encore crever. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis fatigué. Je m'occupe d'une association qui gère pas loin de 25 000 indépendants, ça s'appelle Les Pendus. Les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir, c'est des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. C'est plus qu'un coup de massue, c'est que nous, c'est notre mort. Donc, il faut qu'on arrête. C'est pas possible. Donc là, je vais parler à la France entière. Et là, je déroge que Emmanuel Macron arrête ça. Et vendredi, moi, je vais ouvrir tous mes restaurants. Parce que je viens de recevoir un SMS de mes gérants libres. Ils me disent, on va fermer, on coule, donc voilà. Donc je vais demander à tous mes gérants libres d'ouvrir. Et je demande à toute la France d'ouvrir. Donc voilà, ouvrons. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, c'est plus possible, faut que ça s'arrête. Faut qu'ils arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, ils méritent la cour martiale. On va tous crever pour arriver à quoi? À rien. Donc moi, je vais ouvrir. J'ai pas besoin d'aide. Moi, les aides, je m'en fous. Moi, les aides, c'est terminé. Je vais fermer. Donc, je vais ouvrir. Et je demande à toute la France, à Lyon, à Marseille, à Bordeaux, toute la France, d'ouvrir. Est-ce que vous avez les moyens d'ouvrir? On verra. Il y en a ras-le-bol. Moi, excusez-moi, mais là, j'en peux plus, là. Je suis au bord du gouffre, je suis au bord du suicide, j'en ai ras-le-bol, quoi. Je vais faire quoi demain? Mes collègues, ils vont faire quoi demain? On va faire quoi? On va encore engraisser des GAFA? Tout le monde va se ruer sur Amazon? Déjà, les gens font leur course, ils vont acheter du PQ. Non, mais il faut qu'ils arrêtent, quoi. Les Français, il faut qu'ils se réveillent, quoi. Ça suffit, il y en a marre. Moi, je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau. Et ce confinement, eh bien, pour essayer de sauver l'économie, mais ça ne suffira pas, malheureusement, je le crains pour de nombreux entrepreneurs. C'est la clé sous la porte à partir de ce soir, de vendredi soir. Eh bien, il faudra continuer d'aller travailler. On va garder les écoles ouvertes alors que c'est même là que le virus se transmet et se propage. Donc ça n'a encore une fois aucun sens à part nous prendre pour des hamsters. Mais je le redis encore une fois, on ne met pas un peuple en cage. Et aujourd'hui, on n'annonce pas des reprises avant 2021-2022. Moi, j'ai des prestations qui se sont annulées jusqu'en novembre 2021. Les clients, ils sont frileux. Ils savent pas s'il y aura le public, si les gens seront au rendez-vous. Il a perdu 10 kilos et a 18 de tension à 48 ans. Les banques nous imposent cette caution personnelle en engageant nos biens personnels. Ça veut dire que si demain, ma structure, elle est en cessation de paiement, ça veut dire que ma vie complète s'effondre. Et dans quel état d'esprit ça vous laisse ça? Ah bah je suis triste, clairement. Pardon. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés.
Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Qu'est-ce que vous allez expliquer aujourd'hui? Vous allez expliquer à des enfants qui déjà ont des vraies difficultés à pouvoir se concentrer avec des professeurs qui portent le masque? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une baisse considérable de l'apprentissage chez les enfants parce qu'ils sont bloqués de plus en plus avec des adultes qui ne leur renvoient comme visage que celui du masque. C'est un vrai souci. Il y a des vrais problèmes psychologiques qui sont en train d'être créés chez les enfants. Les soignants à l'hôpital jouent évidemment dans ce contexte un rôle essentiel, mais nous avons besoin des médecins de ville, des infirmiers, des pharmaciens, de tous les acteurs du médico-social, de tous les professionnels de santé de ville, pour assurer une prise en charge précoce des patients dès les premiers symptômes et pour éviter que ne se développent des formes complexes. Le professeur Raoult reste un éminent spécialiste mondial. Il a écrit tout, et donc on verra au fil du temps s'il a eu tort ou s'il a raison. Ce que je sais, en tout cas, incontestablement, au-delà de sa personnalité qui laisse personne indifférent, hein, ça je reconnais que sa personnalité suscite, mais il a toujours été comme ça depuis qu'il est à la fac, donc vous le découvrez, mais moi je le connais depuis toujours. Enfin, quand vous allez à l'IHU, vous sortez vivant, hein. Pourquoi c'était banni? Pourquoi les études Lancet ont été interrompues? C'est le plus grand scandale qui n'ait jamais existé depuis un siècle sur le plan scientifique. Mais les autres... Quand vous dites c'est le plus grand scandale depuis un siècle au plan scientifique, ça veut dire quoi? Qui est derrière? Ce sont les labos. On dit parce que l'hydroxychloroquine ne rapporte rien, ne coûte rien, et qu'il fallait préserver finalement pour les labos la perspective d'un vaccin. La totalité de ma famille qui est allée, je vous donne un exemple très spécifique, ma mère, 93 ans, a attrapé le Covid il y a 15 jours. Double cancer, un problème de pathologie complémentaire, mais en pleine forme. Elle devait y rentrer une semaine, elle a attrapé le Covid, son médecin traitant lui a dit, buvez beaucoup d'eau et restez chez vous. Et là, elle a été soignée, elle est guérie, elle est en pleine forme. Il n'y a pas de décès chez le professeur. Il n'y a pas de décès dans l'unité du professeur Raoult. Heureusement qu'il y a des très beaux exemples. Il n'y a pas de décès dans l'unité. Oui, heureusement. Mais sur l'ensemble. Oui, alors plus personne n'en parle aujourd'hui parce que nous sommes dans l'urgence, comme d'habitude. Mais en réalité, il y a des enquêtes judiciaires américaines et européennes pour savoir qui a payé une fausse étude qui est rentrée dans un des plus grands journaux scientifiques la veille de l'ascension, ce qui fait que la une de tous les journaux dans le monde a été de dire là, ce médicament ne marche pas. Et donc, il a même dit qu'il était dangereux. Oui, et Raoult a dit que c'est un scandale parce que ça a été donné à des millions de personnes depuis très longtemps. Dès demain, un débat suivi d'un vote se tiendra au Parlement. Dès demain, le gouvernement détaillera toutes ces mesures. Nous devons nous honorer de cette transparence et du fait que des décisions difficiles se fassent dans un cadre démocratique où toutes les oppositions peuvent s'exprimer. Monsieur le ministre, le Sénat, mon groupe, le groupe socialiste, mais d'autres groupes aussi, vous feront des propositions. Nous vous en avons déjà faites nombreuses. Mais la manière dont vous traitez nos propositions, qu'il s'agisse de l'examen des projets de loi, qu'il s'agisse de nos discussions plus techniques, de mise en œuvre de la politique sanitaire, ne nous fera pas renoncer à vous faire des propositions. Mais permettez-nous aussi de dire aux Français que vous voyagez seul, vous pilotez seul, et vous n'écoutez jamais ni le Parlement, ni la société civile. Une fois le pic épidémique passé, tous ces outils doivent nous permettre, demain, de tenir jusqu'au vaccin, à l'été, nous disent les scientifiques. L'idée qu'il va y avoir des nouveaux vaccins pour résoudre les nouveaux problèmes est aussi quelque chose qui n'a pas été réalisé. Et si vous regardez sur le site de l'OMS, les vaccins disponibles, il faut regarder dans les maladies émergentes ce qui est disponible, il n'y a rien du tout. Et puis méfiez-vous de cette insurrection civique qui monte. Je vous ai cité cette... Mais non, mais c'est la même chose. Mais ça fait 15 fois que vous le dites. C'est la même chose. Ben oui. On dirait que vous la souhaitez. Mais presque. En effet, ce serait une preuve de vitalité que de montrer. Arrêtez, Yvan. Ce serait une preuve de vitalité. Ce serait une preuve de vitalité démocratique que de montrer que le peuple ne peut pas systématiquement se laisser dicter des décisions qui sont des décisions autocratiques et qui, de mon point de vue, ne correspondent pas à l'efficacité. À nouveau, nous nous relèverons si nous sommes unis, et nous serons unis. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes une nation unie et solidaire, et c'est à cette condition que nous y arriverons. Nous sommes la France. Je vais faire quoi demain? Demain, j'ai pris un PSE, je vais aller voir mon banquier, je peux pas payer, mes charges vont arriver, je peux pas les payer, je fais quoi? Alors moi, demain, si ce soir Macron nous reconfine, je demande à tous les indépendants de ne plus payer leurs charges. On n'est pas essentiel, nos charges ne sont pas essentielles, notre TVA n'est pas essentielle, il y en a ras-le-bol. Il faut faire les choses intelligemment. Donc on le faisait, ça marchait très bien. Aujourd'hui, Amazon, on reçoit des cartons, et même la dernière fois, ma femme a reçu des cartons. Ils les prennent, hop, on les bouge et tout. C'est porteur de coronavirus, de Covid-19. Donc il faut arrêter, quoi. Nous, on n'a rien à voir là-dedans. On est des restaurateurs, on fait les choses bien. On reste ouvert. Je reste ouvert, quoi qu'il arrive. Si je finis en prison, venez me chercher. C'est maintenant.